Alors l'Union européenne est aujourd'hui en Europe un sujet de débat, de tension politique extrêmement fort, avec la question qu'on se pose, savoir s'il faut absolument rester dans cette organisation européenne ou en sortir, comme l'ont fait nos amis britanniques. Alors il faut s'interroger sur les origines de cette Union européenne, pourquoi elle a été créée au début des années 1990, et quelle forme de gouvernance propose-t-elle aux États qui lui sont associés. Alors, on commence par expliquer, dans une première partie, le passage à l'Union européenne, puisque depuis 1957, l'Europe connaissait la communauté économique européenne, et qu'on décide dans les années 1980 de renforcer cette coopération par une nouvelle organisation. Alors, quels en sont les motifs? Il y en a principalement deux. D'abord, le contexte international a changé. C'est la fin de la guerre froide. La perspective d'intégrer de nouveaux pays européens, anciennement du mauvais côté du rideau de fer, commence à se faire jour. Et puis, il y a également la question de la réunification allemande, qui est une question brûlante à la fin des années 80, au début des années 90. La perspective d'avoir à nouveau une Allemagne très puissante au centre de l'Europe inquiète certains acteurs, par exemple le chef de l'État français, François Mitterrand. Et finalement, c'est en acceptant de prendre la tête finalement d'une Europe réformée que l'Allemagne parvient à faire accepter l'idée de la réunification. Alors, c'est par la voie du référendum, du moins en France, que le traité de Maastricht est approuvé par les Français en 1992. Il est approuvé ailleurs au même moment. Et en 1993, c'est l'Union européenne qui prend la suite. Elle compte 12 États à l'époque, et elle prend la suite de la communauté économique européenne. Alors, que propose-t-elle de plus? Dans le terme Union, on voit bien qu'il y a une interaction beaucoup plus forte des acteurs que dans communauté où on a une simple coopération. Alors, en quoi consiste cette union? Elle passe par une intégration beaucoup plus poussée des politiques des États membres, et particulièrement au plan économique. La libre circulation des marchandises et des capitaux est confirmée. On envisage aussi la libre circulation des personnes, et il faut mentionner les accords de Schengen qui sont approuvés en 1995, mais qui, attention, ne concernent pas que les populations européennes qui, en fait, en fonction du traité de Rome, étaient déjà autorisées à circuler dans l'espace européen, mais les personnes éventuellement extra-européennes qui se trouvent légalement sur le sol de l'Europe et qui ont le droit de circuler librement d'un État à l'autre. La convergence des politiques économiques devient un point très important, cette convergence devant amener en 2002 un certain nombre d'États à adopter une monnaie unique, qui est l'euro. Et là, on a une intégration qui est extrêmement poussée. On rappelle que l'Europe est la seule organisation régionale qui propose une monnaie unique à ses membres, et cette convergence passe par la surveillance des déficits publics, de l'inflation et de la dette des États membres. Enfin, il y a un certain nombre de politiques communes qui n'existaient pas avant, concernant par exemple les transports, la culture, la santé, l'industrie, qui sont prises en charge par l'Union européenne, qui élargit donc ses compétences. On rajoutera à cela la création d'une citoyenneté européenne. Il n'y a pas à proprement parler de nation européenne. Donc on essaye de créer une espèce de solidarité entre les membres par l'obtention d'un passeport européen qui nous garantit donc la libre circulation, mais aussi la possibilité de voter aux élections européennes dans le pays de résidence, même si ce n'est pas le nôtre, et un droit également de protection diplomatique. Enfin, l'idée, avec la construction de l'Union européenne, était de doter l'Europe d'une puissance politique, notamment en matière de politique étrangère, en matière militaire, qu'elle n'avait pas jusque-là. On détermine une politique européenne de sécurité commune, et on crée une force militaire, une collaboration entre différents États qu'on appelle l'Eurocorps, mais qui n'est pas une armée offensive à proprement parler. L'euro, donc la création d'une monnaie unique en 2002, peut également être rapporté à cette idée d'Europe puissance, puisque l'objectif de l'euro est d'être une monnaie de référence dans le monde, au même titre que le dollar. Donc on voit que le programme est vaste,
on va se demander maintenant quels sont les moyens institutionnels, l'organisation de la machine européenne qui se met en place pour faire appliquer ce programme. Alors donc, à partir des années 1990, l'Union européenne est confrontée à deux enjeux. D'abord, celui de son élargissement, et ensuite celui de la réforme de son fonctionnement, notamment pour permettre le dit fonctionnement avec de nouveaux arrivants, et donc une Union européenne qui passe de 12 à 15, puis à 27, 28 membres aujourd'hui. Alors, on peut intituler cette première sous-partie « Vers la coïncidence avec le continent européen », parce que quand on regarde une carte, on s'aperçoit que l'étendue de l'Union européenne englobe pratiquement toute l'Europe aujourd'hui, à l'exception de quelques États comme la Suisse et la Norvège. Et donc cette extension se fait en plusieurs temps. Celle de 1995 est typique des lendemains de la guerre froide, puisque les trois États qui intègrent l'Union à cette date, la Suède, l'Autriche et la Finlande, étaient des États neutres jusqu'à présent, qui ne prenaient pas parti dans la guerre froide, et donc leur intégration dans l'Union européenne, qui était quand même, la communauté économique européenne était plutôt marquée par son appartenance au camp occidental, pro-américain, signifie que les tensions Est-Ouest ont disparu. Il faut prendre en compte le grand élargissement de 2004, qui intègre 10 nouveaux États d'un seul coup, dont une grande partie d'anciens États communistes. Et enfin, en 2013, on a le dernier entrant, qui est la Croatie, qui crée une Union européenne à 28 membres, ce qui est considérable. Aujourd'hui, nos amis britanniques sont partis, donc nous ne sommes plus que 27. Mais ce fonctionnement élargi implique quand même d'en changer les règles. Alors, un certain nombre de principes sont à l'origine de cette nouvelle gouvernance. On peut mentionner le principe de subsidiarité, qui prévoit en fait d'attribuer à l'échelon le plus compétent les responsabilités qui lui reviennent. Par exemple, on va considérer que l'Union européenne est compétente pour un certain nombre de domaines, par exemple les douanes, mais que l'échelon départemental ou régional en France est compétent pour la gestion, par exemple, des collèges et des lycées. C'est ça le principe de subsidiarité. La majorité qualifiée se substitue à la règle de l'unanimité à l'intérieur du Conseil européen, parce qu'à 28 ou 27, l'unanimité est évidemment un facteur de blocage. Et enfin, les compétences entre l'Union européenne et les États sont soit des compétences exclusives de l'Union européenne, c'est le cas par exemple de l'euro, où seule l'Europe, Francfort, décide. Ça peut être aussi des compétences partagées. On en a un exemple avec le cas des transports, qui sont à la fois du domaine des États nationaux, mais aussi de l'Europe. Enfin, l'Union européenne produit quantité de normes, de directives, qui ne sont pas à proprement parler des lois, mais qui se mélangent à la législation des États nationaux et qui viennent la complexifier. Donc il faut tenir compte de toute cette architecture finalement très complexe pour essayer de comprendre comment fonctionne cette gouvernance européenne. Ce qu'on peut d'ores et déjà constater, même si on n'est pas encore au stade du bilan, c'est que l'élargissement s'est peut-être fait au détriment de l'approfondissement qui était pourtant voulu par les promoteurs de l'Union européenne à sa naissance, dans les années 1980, et qu'on peut s'interroger notamment sur l'absence d'une véritable politique étrangère commune à l'ensemble des pays européens. On l'a vu par exemple en 2003, lorsqu'il s'est agi d'accompagner ou pas les Américains dans leur guerre en Irak. L'Europe s'est fracturée à ce moment-là. Alors au final, on a un ensemble un peu hybride qui appartient à la fois à la sphère fédérale. L'Europe a une composante fédérale qui était d'ailleurs voulue par les pères de l'Europe aux origines, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40. Et puis malgré tout, il y a encore quelque chose qui relève plutôt de l'Europe des nations, les États conservant des prérogatives importantes dans un certain nombre de domaines. Donc on a une formule un peu mixte dont on va examiner dans une dernière partie, en quelque sorte, le bilan. Donc dans une troisième partie, on s'interroge un peu sur le bilan et pense que ce bilan est problématique. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet de dire cela? Parce que les résultats des élections en Europe, l'agitation politique que l'Europe connaît aujourd'hui,
directement liée à la question de l'appartenance à l'Europe ou pas. Donc si l'Europe trouvait des suffrages dans la population électorale entière, ça se saurait. De toute évidence, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut qu'on essaye de décrypter dans cette troisième partie. D'abord en constatant que l'Europe a peut-être déçu les promesses qu'elle avait faites quant à l'élargissement de ses politiques, parce qu'on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, l'Europe est avant tout, voire uniquement, une zone de libre-échange, c'est-à-dire qui favorise les mouvements commerciaux, qui favorise les mouvements de capitaux entre les États, mais qui n'a pas réussi à créer autre chose. C'est-à-dire l'incapacité de l'Europe à exister comme force politique unie face, par exemple, aux Américains ou aux Russes, est absolument patente aujourd'hui. Par surcroît, cette zone de libre-échange est en crise, puisqu'elle a subi le choc de la crise de 2007-2008, qui au départ était une crise qui venait des États-Unis, mais qui s'est transformée en une crise de la dette en Europe, avec des pays très gravement touchés, notamment les pays du Sud, et en particulier la Grèce. Et là, l'Europe a peut-être manqué de solidarité d'un côté, et a montré qu'elle avait des difficultés à résister à des chocs économiques très puissants qui viennent de l'extérieur, et qui ravivent des problèmes intérieurs qui, en l'occurrence, étaient le problème de l'endettement très fort d'un certain nombre d'États. L'Europe est également en crise parce qu'elle doit affronter d'autres problèmes. Le problème du terrorisme, par exemple. L'Europe a été frappée depuis sa création par un certain nombre d'attentats, notamment depuis 2001, et notamment en France. Autre problème, celui de la pression migratoire que nous connaissons au sud de l'organisation et qui, d'une part, est gérée avec une relative inefficacité et surtout avec des désaccords extrêmement profonds entre des pays qui sont rétifs à l'accueil des migrants et d'autres, comme l'Allemagne, qui ont pu s'y montrer favorables à une époque. Donc la crise est double. Elle vient des problèmes extérieurs que nous subissons, mais elle vient aussi de l'incapacité à s'unir à 27 ou 28 sur ces questions brûlantes. Alors, l'Union européenne est-elle une puissance faible? Oui, sans doute, parce qu'elle n'a pas su développer une force militaire qui lui permette d'exister sur la scène internationale. Et clairement, lorsqu'il y a des problèmes à régler, peut-être hors de ses frontières, l'Europe a tendance à s'en remettre à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à l'OTAN, comme on le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, à la veille du bac 2018, avec les frappes en Syrie, où finalement l'Europe suit les États-Unis, enfin les Anglo-Saxons et l'Angleterre, et on a du mal à déceler une politique étrangère propre à l'Europe, et ce modèle est ancien. Ce problème est ancien, il remonte aux origines finalement de l'Union européenne, puisque dans les années qui ont suivi la création de l'Union européenne, une guerre, enfin des éléments de guerre extrêmement violents, brutaux, se sont produits aux portes de l'Europe, dans l'ancienne Yougoslavie, et l'Europe a été incapable à l'époque déjà d'y apporter une solution. Il a fallu que l'OTAN américain se substitue à la force de frappe européenne pour rétablir un tant soit peu la paix dans cette région. Conséquence de cet ensemble de problèmes, ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire une forme de rejet de l'Europe telle qu'elle apparaît aujourd'hui et qui a pris des proportions inquiétantes aujourd'hui, puisque cet euroscepticisme est carrément incarné par un certain nombre de partis politiques en Europe, le UKIP britannique, qui finalement a eu gain de cause puisque le Royaume-Uni a préféré, avec le Brexit, quitter l'Union européenne, mais en France, l'électorat du Front National se retrouve beaucoup autour du rejet de l'Europe ou également dans les États méditerranéens. Donc on a le sentiment aujourd'hui, et c'est effectivement très décevant pour les gens qui ont fait la promotion de l'Europe depuis sa création en 1947-48, mais depuis la création de l'Union européenne en 1992, c'est qu'on a le sentiment qu'il paraît très difficile de réformer cette gouvernance pour la rendre plus efficace, et que l'alternative serait peut-être plutôt aujourd'hui de quitter l'Union européenne plutôt que d'essayer de la réformer de l'intérieur.